par informatique de nos textes et de nos PowerPoint. Là, on pourrait faire des recoupements intéressants. Donc, on va voir, mais on ne part pas du même point de départ, et c'est peut-être ça aussi qui va être intéressant dans ce cas-ci. Donc, moi, mon domaine, mon nom, oui, est Yann Joly, mon domaine de recherche en droit, c'est le droit de la santé. Je vais me concentrer, pour les fins de la discussion, sur le domaine du consentement à la recherche en santé. C'est un domaine qui est particulièrement intéressant parce que, comme on va le voir, les origines ne sont pas vraiment contractuelles et puis on a balancé à un moment donné dans la sphère contractuelle, ce qui fait qu'on se trouve avec des notions hybrides. Donc, voilà rapidement un aperçu de ma présentation. Donc, je vais commencer un peu avec les racines du consentement à la recherche médicale. On va bouger sur la recherche en santé contemporaine et on va commencer à parler donc des problèmes du consentement, problèmes qu'on a nous depuis le début et qui persistent. Et puis, ben, comme tout le monde, je vais essayer moi aussi de faire un bilan et d'aller vers certaines solutions et c'est là qu'on va retrouver peut-être certains recoupements. Alors oui, la recherche, bon, c'est un concept assez récent, le concept de consentement à la recherche et de voir une relation contractuelle finalement entre un participant, un chercheur, un établissement hospitalier. Bon, la recherche jusqu'à tout récemment, dans les grandes périodes de temps, on voit que jusqu'à la moitié du 20e siècle, jusqu'à la deuxième moitié du 20e siècle, ben, c'était quelque chose où il n'y avait pas de consentement. La notion de consentement à la recherche n'existait pas. On est passé tout d'abord par une période d'obscurantisme où la recherche était interdite. Donc, si on remonte jusqu'à la Renaissance, on faisait de la recherche sur des criminels, sur des cadavres, sur les prisonniers, mais ce n'était pas une activité qui était régulée, qui était permise, c'était quelque chose qu'on essayait de faire sans que les autres s'en rendent compte. Et puis tout d'un coup, on passe à la deuxième moitié du 19e siècle, et là on commence à se rendre compte, bon, le corps médical se développe, la profession médicale se développe, et les médecins commencent à s'intéresser au concept de recherche, et on commence à développer des règles. Mais encore là, de façon assez intéressante, on n'a pas vraiment pensé très rapidement à celle du consentement. Et bon, est arrivé ce qui est arrivé au courant de la Deuxième Guerre mondiale, des choses qui se produisaient pas seulement du fait des nazis en Allemagne, mais du fait dans beaucoup de pays, et qui ont continué de se produire d'ailleurs après la Deuxième Guerre mondiale, des expériences non consensuelles, donc des recherches médicales invasives, non consensuelles, où on forçait les gens finalement à subir des processus de recherche. Bon, on peut voir par exemple sur la photo du haut, là on a cette dame sur qui on a fait des plaies finalement, littéralement on les a infectés pour tester différentes façons après de guérir ces plaies-là. Donc, c'était ça la recherche médicale, beaucoup de recherche médicale, il y avait probablement de la bonne recherche médicale qui se faisait aussi à l'époque, mais il y avait beaucoup de cas abusifs, et là, on a décidé, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a un procès des médecins qui avaient fait des expériences non consensuelles sur les gens dans les camps de concentration, et suite à ce procès, on a adopté le Code de Nuremberg, qui est devenu une balise en recherche médicale, où là, on a avancé le principe de l'autonomie et le besoin d'obtenir le consentement du participant. D'où la nature un peu dualiste de cette notion de consentement à la recherche, puisqu'on est parti du domaine du droit des personnes, où on parle de protection, de l'intégrité, de l'inviolabilité. La notion d'autonomie aussi est très importante. Mais là, on y va avec une notion de consentement qui est une notion contractuelle. Mais donc limitée par ses origines, par les origines du droit de la personne et par les besoins de protéger les participants à la recherche. Encore là, je rappelle, on parlait de recherche invasive, on parlait de risque à l'intégrité physique. Donc, c'était vraiment ça qu'on avait en tête quand on a avancé ces principes
d'obtenir le consentement du participant. Et bon, au début, le Code de Nuremberg, c'est pas un document juridique dans le sens du droit positif, c'est une norme éthique à portée internationale, mais dans les 50 années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale, ce qu'on a vu peu à peu, c'est que beaucoup de ces principes éthiques de l'éthique de la recherche se sont institutionnalisés. Pourquoi? Ben parce que les problèmes persistaient. Alors, on est passé d'un code et d'une déclaration à une autre. Et puis, à un moment donné, on a eu cette institution qui sont les comités d'éthique à la recherche, qui a été créée dans la plupart des pays avec des variantes et qui suit des règles. On sait que dans le Code civil, par exemple du Québec, ben, on a des règles, articles 21 à 24, où on parle de la protection des sujets de recherche. Et on a aussi ce qu'on appelle l'énoncé de politique des trois conseils, qui est une norme éthique. C'est un exemple d'une norme d'éthique de la recherche, mais cette norme d'éthique de la recherche est suivie par la majorité des comités d'éthique au Canada. Et comme les comités d'éthique sont imposés par les lois, entre autres le Code civil, on voit comment on en arrive à donner une certaine force quasi juridique à ces normes éthiques. Bon, et là, bon, c'est le reste, c'est un peu pour ceux qui s'intéressent aux causes et aux arrêts de jurisprudence et aux articles de loi, mais en gros, c'est comment ça s'est passé au niveau du Québec, au niveau du consentement à la recherche dans la province de Québec. Bon, alors d'abord, ça a été intégré au Code civil du Québec. Ce qu'il faut dire de très intéressant, c'est qu'encore là, pour la protection du participant, on a exigé un formalisme encore plus fort qu'on l'exige généralement en droit des contrats, où on a d'abord imposé un consentement par écrit et on a imposé, entre autres choses, un droit de retrait aussi à tout moment, même verbalement, de la personne. Donc, quelqu'un qui ne voulait plus participer à une expérience encore pouvait dire à tout moment de l'expérimentation médicale, assez docteur, on arrête là, et on se devait de le respecter. Évidemment, le formalisme de l'écrit n'aurait pas pu correspondre avec le fameux consentement numérique. Alors, on l'a vu disparaître dans les dernières années du Code civil. C'est-à-dire qu'on en parle encore, mais maintenant, on dit que des exceptions peuvent être autorisées par les comités d'éthique, qui maintenant vont tous autoriser le consentement numérique. Donc, on est passé au consentement numérique. Et au niveau du consentement à la recherche, un des éléments les plus importants, c'est probablement au niveau du consentement, du contenu informé du consentement par rapport au risque. La déclaration de risque, on est particulièrement exigeant au niveau du consentement à la recherche, donc on veut vraiment savoir tous les risques tant qu'ils restent plausibles, même ceux qui sont assez minimes, on exige que ça soit déclaré pour que le consentement soit informé. Pourquoi? Bien, on voit ici les propos du juge Albert Mérand, qui distingue l'expérimentation médicale encore là des soins, et qui dit, bien, dans le cadre de l'expérimentation médicale, on n'a pas forcément l'intérêt du patient en premier. On a l'idée d'expérimenter pour améliorer les connaissances générales. C'est l'objectif. Donc, comme on n'a pas l'intérêt du patient, la protection du participant comme premier objectif nécessairement, on veut s'assurer d'avoir toutes les balises supplémentaires pour que ça soit sécuritaire et que le participant soit bien informé de ce dans quoi il s'engage. Donc, quels sont les problèmes à l'origine avec le consentement? Bien, la forme prédomine sur le fond. Tout d'abord, maintenant, je vous dirais qu'il y a encore des débats parmi les experts en droit sur la nature contractuelle ou non du consentement à la recherche. La grande majorité des chercheurs se sont d'accord pour dire que le consentement à la recherche est contractuel, mais que c'est le processus entier du consentement. Donc, on parle plutôt d'un processus que le formulaire lui-même de consentement et la signature du formulaire de consentement. Mais on se retrouve justement, ce glissement contractuel finalement,
fait que ce qu'on a tout d'abord interprété vraiment pour protéger le participant à la recherche, ben maintenant sert aussi à protéger beaucoup les compagnies pharmaceutiques, parce que les compagnies pharmaceutiques ont vraiment poussé pour un développement contractuel de ce consentement, où on voit maintenant des clauses où ça ressemble à un contrat de consommation et le participant s'engage à certaines choses, s'engage à respecter les instructions qui vont lui être données par le chercheur, s'engage à prendre la bonne dose de médicaments, à pas en prendre plus ou moins, ne pas oublier des doses. Donc, on a toutes sortes d'engagements qui maintenant sont inclus dans le formulaire de consentement de plus en plus. Et on a la possibilité, tout comme on dit que le participant peut se retirer à tout moment, mais le chercheur aussi. Et entre autres, si le participant ne respecte pas ce qu'il doit, je n'ose pas prononcer le mot obligation, mais c'est ça finalement. À ce moment-là, ben, oui, le chercheur peut décider non, c'est fini là pour la recherche avec vous. Et ben, ça ne favorise pas forcément la contribution, on oublie un peu, on veut protéger l'individu, mais encore là, on parlait plutôt avec monsieur qui était en avant, qui nous parlait peut-être de consentement, de communauté, de groupe de personnes, je le vois en arrière, oui. Et donc, on oublie cette dimension sociale de la recherche, qui est un peu dommage, parce que quand on y pense, ben, la recherche médicale, elle a une dimension sociale très forte, parce que la santé, c'est une préoccupation qu'on a tous dans nos sociétés modernes, et on a tous un intérêt commun à ce que les connaissances sur la santé s'améliorent et qu'on développe plus d'innovation pour mieux traiter les gens. Et avec un processus aussi lourd, ben, on a tendance à décourager la participation à la recherche, évidemment. Donc, voilà ce qui se passe. Plus personne ne prend le temps de lire les formulaires de consentement, sauf les avocats et les compagnies pharmaceutiques. Et, bon, la longueur, la complexité dissuade les gens de participer à la recherche. On avance un peu dans le temps et on commence à parler de la nouvelle recherche médicale. Et là, vous allez voir la différence. Bon, vous avez vu la photo de Nuremberg, vous avez vu notre pauvre dame qui se faisait découper finalement, puis contaminée pour qu'ensuite on puisse essayer de la guérir. Ça, c'est une biobanque chinoise à Shenzhen, donc en Chine. Et cette biobanque-là contient des millions de données, des pétabytes. Je n'ai pas trouvé l'équivalence francophone, Vincent, pétabyte? Non? C'est beaucoup. C'est énorme. Ça peut prendre, si vous n'avez pas les compétences informatiques et la distribution des réseaux, ça peut prendre des mois et des mois à analyser et à procéder comme données. Donc, c'est immense. Donc, données génétiques, des génomes entiers de millions d'humains, animaux, espèces végétales aussi, tout ça dans une biobanque. Et maintenant, c'est comme ça la recherche en santé, c'est ça. Bon, je ne dis pas qu'il n'y a plus de recherche invasive en santé, il y en aura toujours, il y aura toujours des essais cliniques, mais maintenant, ça part toujours de là, de la recherche sur les données de santé. Donc, on a vraiment changé de paradigme. Pourquoi? Parce que ça nous permet, premièrement, d'expérimenter à l'extérieur du corps humain, ce qui est beaucoup moins dangereux pour les êtres humains. Ça nous permet d'atteindre un grand volume de données, ce qui, encore là, fait que nos résultats sont beaucoup plus robustes. Donc, on est dans un nouveau paradigme. La recherche en santé a changé, et bien en même temps, le consentement à la recherche en santé a changé, et on est passé au consentement numérique. Et on se trouve donc dans un contexte où on parle maintenant de système de santé apprenant, où on apprend de chaque donnée des patients. Bon, encore là, c'est l'objectif. On n'y est pas encore tout à fait. Chaque patient, donc, est une source de savoir par ces données qui retourne vers le patient le plus rapidement possible pour avoir un gain de santé qui serait beaucoup plus rapide. On sait que pour ceux qui connaissent un peu les essais cliniques, c'est donc les essais de nouveaux médicaments, c'est un processus qui ne fonctionne plus, qui coûte des millions, des milliards de dollars, qui au niveau du temps peut prendre 15 à 20 ans, qui est très rarement un succès. Donc on peut penser à tout ce que ça coûte, et ça explique pourquoi les compagnies pharmaceutiques chargent si cher leurs produits.
Donc, on essaie des nouveaux modèles plus rapides, plus efficaces grâce aux données. Évidemment, les données médicales, c'est des données qui sont particulièrement sensibles, on le sait, puisque ça nous donne des informations sur l'état de santé, non seulement présent, mais sur l'état de santé futur des personnes. Donc, évidemment, l'imposition du consentement est toujours là. Mais en même temps, il y a certaines fois où on peut se poser la question, on n'est quand même plus dans le contexte du Nuremberg, là. On ne parle plus de découper des gens, de risquer finalement de les blesser ou de les tuer par un processus d'expérimentation. On parle d'obtenir des données de santé, ce qui peut se faire sans aucune intrusion physique ou avec une intrusion physique minimale. On parle par exemple d'une prise de sang pour ensuite pouvoir analyser, obtenir la séquence génomique de la personne. Donc, le risque est limité au risque à la vie privée la plupart du temps, lié par exemple au risque de bris de confidentialité, de discrimination qui pourrait s'ensuivre, etc. Donc, comment est-ce qu'on peut se débrouiller pour avoir des processus de consentement qui vont refléter cette nouvelle recherche? Évidemment, bon, les données en ligne, on en a parlé un peu dans les présentations qu'on a eues avant la mienne. C'est des données qui sont très difficiles à retirer. On a échangé un peu sur l'impossibilité de retirer son consentement complètement si les données sont déjà partagées. Et c'est le cas maintenant. Il y a aussi une forte tendance à partager les données de santé parce que encore là, on veut atteindre le plus grand nombre de données pour avoir des résultats le plus probants possible, ce qui fait que les chercheurs, entre eux, vont échanger des données, généralement, mais pas toujours avec l'autorisation des patients. Et finalement, aussi, on parle de retour, des fois, de résultats vers les patients. Donc, on comprend un peu le contexte. Quelles sont comment les nouveaux consentements fonctionnent-ils? Bon, le consentement électronique peut se faire sur place ou à la maison. C'est-à-dire que des fois, il peut y avoir un terminal à l'hôpital même où on va dire aux gens, si vous êtes intéressés à participer au projet, allez remplir en ligne un formulaire de consentement. Il y a quelqu'un pour nous aider, ça c'est l'idéal. Ça peut se faire aussi à distance. C'est accepté par le droit québécois. Ce que je veux dire par là, c'est qu'encore là, il faut réconcilier les normes de la recherche telles qu'elles sont énoncées dans le Code civil avec la loi sur la protection des documents électroniques. Et il y a certaines conditions de forme. Encore là, Vincent pourra vous en parler beaucoup mieux que moi sûrement, mais entre autres, l'intégrité des documents, la fiscalité de la signature électronique, l'accessibilité du document, l'authenticité, bref, les critères classiques. Et à ce moment-là, les comités d'éthique vont généralement autoriser une déviation à la règle du consentement par écrit. On va permettre le consentement en ligne. Maintenant, on a vu que ça ne suffit pas complètement pour le monde de la recherche médicale. Pourquoi? Parce que, bon, je vous ai montré tout à l'heure la biobanque de Shenzhen. Ça, on parle d'une infrastructure qui a probablement coûté quelques milliards de dollars. Donc, quand on bâtit une infrastructure de recherche comme celle-là, avec des pétabytes de données génomiques, qui a coûté des milliards de dollars, la dernière chose qu'on veut, c'est avoir un consentement très informé du participant, parce que ça veut dire qu'on lui a dit absolument tout ce qu'on allait faire. Et là, on est pris, on ne peut plus faire d'autre chose avec les données. Donc là, quand on a fait notre investissement de 2 milliards de dollars et qu'on se trouve pris, qu'on est pris à détruire tous les échantillons, c'est pas gagnant, c'est gagnant pour personne, parce qu'évidemment, les infrastructures de recherche comme ça sont payées par nos taxes. Et les chercheurs ne peuvent pas maximiser le gain en santé qui pourrait être fait de la recherche. Et même pour les participants, on se demande, est-ce que, ma foi, ils ne sont pas plus contents de consentir une seule fois et qu'on ne les dérange plus, plutôt que de consentir à chaque petite orientation de la recherche. Par exemple, aujourd'hui, je fais une recherche sur les gènes qui prédisposent à une plus grande résistance au virus du HIV. Demain, j'en ferai un par rapport aux médicaments, réaction aux médicaments sur l'hépatite. Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin d'obtenir un nouveau consentement à chaque fois? Alors, la communauté
a bougé, et ça c'est très intéressant parce que là, c'est là qu'on voit qu'il y a des fois des décalages entre le droit positif et la pratique. La pratique maintenant en santé est d'obtenir un consentement large en génétique et c'est généralement toléré. Est-ce que ça correspond tout à fait à l'exigence de consentement informé à travers le Code civil? Disons que c'est une zone qu'il ne faut pas regarder de trop près. Consentement large, qu'est-ce que c'est? C'est un consentement où on dit on a besoin de vos données. On a besoin de vos données pour faire de la recherche en santé. Ça va se faire dans une biobanque à tel endroit et voilà comment nous allons protéger vos données. Donc, on dit aux participants à peu près tout ce qu'on peut lui dire, mais il y a des choses qu'on ne sait pas encore et donc on ne lui dit pas. Et on se laisse une zone de flou pour pouvoir faire plusieurs types de recherches. Et ça, c'est généralement toléré. Pas de cause de jurisprudence là-dessus pour l'instant au Canada. Consentement dynamique, on a avancé évidemment, mais il fallait progresser un peu avec tout ce qui se passe en ce moment dans les technologies de l'information. Donc on appelle ça le consentement dynamique. C'est pas particulièrement original, mais l'idée est simple. L'idée que le consentement, comme on l'a dit, le contrat de consentement, si on conçoit le consentement à la recherche médicale comme un contrat, c'est un processus. Alors pourquoi ne pas faire du formulaire de consentement un processus? À ce moment-là, ce qui se passe, c'est que le consentement est en ligne et évolue dans le temps, tout comme la recherche évolue. Donc, revenons à ma biobanque. Bien, ma biobanque, le premier projet de recherche qui va être fait avec la biobanque, je vais l'afficher, je vais dire aux participants qui ont consenti à être dans la biobanque déjà, est-ce que vous acceptez de participer à ce projet-là, oui ou non? Si oui, est-ce qu'on peut vous recontacter pour vous demander des échantillons supplémentaires, oui ou non? Alors voilà un peu l'idée du processus, il y a plusieurs façons de l'implémenter. C'est sûr que ça semble très intéressant en théorie. En pratique, c'est loin d'être parfait. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que, premièrement, c'est un processus qui est très exigeant et pour les chercheurs et pour les participants, exigeant pour les chercheurs à gérer. Ils s'intéressent à des grands nombres et là, on leur demande d'offrir plein d'options aux participants qui risquent de diviser les groupes, mais aussi dérangeant pour les participants. On parlait de gens qui avaient peu d'intérêt à lire les formulaires de consentement. Ben là, si on leur demande non seulement de les lire une fois, mais de les lire à tous les 20-30 jours pour voir s'il y a des nouveautés, on a un problème si on pense qu'ils vont nous suivre. Et donc, la participation à ces projets qui utilisent le consentement dynamique est parfois moins qu'idéal, à moins que ce soit vraiment dans des domaines très précis qui s'y prêtent mieux. On a essayé aussi, plus récemment, ce qu'on appelle le méta-consentement. Ça ressemble beaucoup au consentement dynamique, mais on se contente d'offrir des options au début du processus. Donc, après avoir offert ces options-là, la recherche continue, suivant les choix que le participant a fait, mais il n'y a pas de recontact périodique pour demander plus de choses. On a pris les options dès le point de départ. C'est le méta-consentement. Donc, c'est un peu avec ça qu'on se retrouve présentement comme type de consentement qui sont utilisés en plus du consentement traditionnel. Bon, les problèmes, il y en a plusieurs. Biais de sélection, ben, c'est les gens qui s'intéressent aux technologies de l'information qui sont moins capables de les utiliser. Donc, pour les personnes âgées qui sont moins connaissantes de ce type, des fois, de technologie-là, ben, peut-être que le taux de participation s'en trouve affecté. Surcharge d'information, incompréhension, on l'a entendu de mes collègues, de mon côté aussi. Désillusionnement face à l'avancée de la recherche et passivité des participants, ben, le consentement dynamique, c'est un peu ça des fois le problème, c'est que souvent, ben, les gens se font une idée de la recherche comme étant quelque chose, on entend « Ah, on va tester des nouveaux gènes pour savoir quels sont les meilleurs médicaments pour traiter tel type de cancer. » Bon, les gens ont tout de suite un espoir de voir quelque chose arriver sur le marché dans 2 ans, alors qu'en vérité, peut-être que cette recherche-là va prendre 40 ans à générer quelque chose. Et là, si on force les gens à suivre le processus de recherche depuis le début, il y a moyen de les décourager un peu par rapport à l'avancement scientifique. Augmenter le risque de méprise thérapeutique, c'est un peu dans le même sens. Encore là, les gens peuvent penser que parce qu'il va y avoir cette relation continue avec le chercheur, ben, ils vont peut-être avoir des chances d'être guéris à travers le processus de recherche,
alors qu'on parle vraiment d'un processus de recherche qui n'aboutira pas dans beaucoup de cas à des propositions de soins. On accroît la responsabilité des participants, on en a parlé, il y a cette tendance à contractualiser dans le terme de contrat de consommation les formulaires de consentement en ligne, c'est la même tendance. Emphase sur le participant individuel malgré les implications plus larges. Puis ça aussi, je parlais du fait que la santé, c'est un bien commun qui intéresse tout le monde, mais en plus de ça, maintenant, avec les données de santé qu'on a, les études qu'on a, on se rend compte que, par exemple, le profil génétique de l'individuel, quand j'ai le génome entier d'une personne, il y a beaucoup de recoupements avec les membres de sa famille. Donc, j'ai aussi de l'information sur la santé des membres de sa famille à travers ce génome entier-là. Donc, le consentement individuel ne prend pas vraiment compte de cette réalité des choses, où il y a des intérêts partagés, il y a des informations partagées entre les membres d'une famille et d'une communauté, et il y a une perte de confiance aussi relativement à la sécurité des données. Les gens sont très inquiets quand on leur demande de partager les données de santé. Ça dépend toujours des populations à qui on le demande. En général, plus une population est déjà affectée par la maladie, donc si on demande à des gens malades, une maladie très sérieuse, de partager leurs données, en général, il n'y a pas vraiment d'inquiétude au partage, mais si on demande à des gens, des volontaires sains, de partager leurs données, là, tout de suite, les questions de vie privée risquent d'arriver sur la célèbre de discrimination. Donc, je finis ma présentation par quelques idées de récentes tendances. Vincent vous a parlé d'un article qu'on avait écrit qui touchait les concepts de gamification, de donation des informations de santé. L'idée étant, puisque la santé est une valeur collective, puisque dans certains cas, on peut quand même parler d'un type de recherche où ce n'est pas une recherche à risque élevé qui met la vie d'une personne en péril, comme on avait à gérer quand on parlait du type de recherche beaucoup plus invasif. Donc, pour cette recherche avec des données massives, est-ce qu'il y a moyen peut-être d'être un peu moins protectionniste, mais d'être un peu plus aux attentes de ce qui, finalement, de ce que désirent les participants, donc rendre l'expérience plus ludique, plus intéressante, pour s'assurer justement qu'ils vont être intéressés dans le processus. Aussi, les gens aiment bien sentir qu'ils participent à la recherche, une participation active. Alors, pourquoi ne pas leur offrir cette possibilité-là de se sentir comme une partie intégrante du processus? On l'a vu, par exemple, avec les projets où on a demandé aux gens de donner volontairement leur génome, c'est-à-dire l'information sur leur génome, de la mettre comme ça, complètement ouverte sur l'Internet pour que tout le monde puisse la voir. Il y a des gens, et on demandait aux gens avant de faire ça, de passer des tests pour s'assurer qu'ils comprenaient très bien ce qu'ils faisaient. Et puis, il y a beaucoup de gens qui ont dit, ma foi, il y a un risque. Le risque est minimal, j'en suis conscient, mais ça m'intéresse d'aider le progrès scientifique. Je suis curieux de voir ma séquence génétique. Je n'ai pas de problème à la partager en ligne. Et à ce moment-là, on laissait les gens procéder. Ça s'est fait aux États-Unis. Au Canada, le projet a progressé beaucoup plus lentement et avec des conditions différentes pour rencontrer justement certaines règles juridiques. Recherche citoyenne, c'est un autre phénomène, où même certaines recherches, maintenant, grâce aux techniques en ligne, partent des citoyens pour rejoindre les chercheurs, surtout des citoyens qui ont en commun, par exemple, une maladie rare dans leur famille. On va se mettre ensemble pour justement former une collective et là, avoir un certain pouvoir de négociation avec les chercheurs. Et finalement, dernière tendance que j'observe dans mon domaine, le consentement lisible par machine. Donc ça, c'est la dernière tendance. Qu'est-ce que c'est? Maintenant, on veut sauver du temps. Ce qu'on voudrait faire éventuellement, c'est passer par-dessus les comités d'éthique à la recherche, qui sont ceux finalement qui donnent l'approbation pour les projets de recherche. On dit on va automatiser le processus, la lecture et l'interprétation des restrictions à l'utilisation qui est exprimée dans les contrats de consentement va se faire par machine. Et donc, on va pouvoir classifier chaque groupe de données humaines avec toute une série de restrictions. Et les chercheurs
va pouvoir voir la liste. OK, je vais avoir accès à telles données qui sont dans telle biobanque et voilà ce que j'ai le droit de faire avec les données si je veux m'en servir. Donc, tout le processus sera automatisé. On n'est pas encore rendu là, mais il y a des projets pilotes déjà qui ont démarré, entre autres aux États-Unis et en Angleterre, où on teste ces nouveaux processus. Donc, voilà, quelques mots peut-être pour finir en essayant d'être positif là-dessus. Donc, consentement comme un processus plutôt qu'un accord ponctuel, je pense que ça, c'est quelque chose qui ressort vraiment du domaine du consentement à la recherche. Le mot confiance revient beaucoup aujourd'hui, donc il y a quelque chose peut-être à réfléchir là-dessus. Établir une relation de confiance à travers le consentement avec nos participants, avec les gens qui signent le formulaire. Le faire et aussi penser à faire évoluer justement ces formulaires de consentement pour essayer de rencontrer les intérêts de la société et aussi pour qu'ils reflètent vraiment le risque de la recherche qu'on représente. On en a parlé un peu. La recherche sur les données massives, c'est pas de la recherche sur des processus de chirurgie invasifs ou sur des médicaments qui ont 2 pages d'effets secondaires. C'est très différent. Il faut en prendre compte, il faut que notre formulaire de consentement reflète cette distinction-là quelque part. Et puis, il faut aussi prendre conscience que la recherche en santé, ça a ça de particulier, que c'est un objectif de bien commun. Et si on a des formulaires de consentement mal conçus, si on a des processus de consentement trop lourds, ce qui se passe, c'est très simple, c'est qu'on arrête la recherche en santé, on la freine, et c'est nous qu'on pénalise au bout du compte. Il y a un prix à payer pour ça. Est-ce que ça protège forcément, est-ce que ça protège mieux le participant? Pas forcément. Donc voilà, si vous avez des questions, je remercie mon groupe de recherche. Est-ce que sur tous les modèles que vous avez présentés, sur tous les modèles de futurs recueil du consentement que vous avez présentés, il y en a un qui vous semble plus pertinent, qui est plus validé ou qui est plus appuyé en ce moment? Le modèle qui prédomine en ce moment pour la recherche sur les données massives en santé est le modèle du consentement large, du broad consent, simplement parce qu'il y a une certaine simplicité à ce modèle-là. C'est-à-dire qu'on reste finalement ancré au principe du vieux consentement papier où finalement on a un texte, on décrit la recherche et parce qu'on veut décrire la recherche d'une façon générale, on ne s'embarrasse pas de déclarer tous les détails. Donc il y a une simplicité là-dessus. Maintenant, ça ne règle pas tous les problèmes du consentement. Mais c'est un peu, et puis de façon plus expérimentale, les 2 autres types de consentement dont j'ai parlé, le consentement dynamique et le meta-consent, sont testés. Mais c'est ça. Pour l'instant, ce qui m'arrête dans mon intérêt pour ces types de consentement-là, c'est que je n'ai jamais vu encore pour l'instant que ça a fonctionné avec des grands groupes de patients. Donc nous, en recherche, en ce moment, quand on parle de recherche avec des données massives, là, les recherches intéressantes, on parle de 20 000, 30 000, 40 000 échantillons. Je n'ai pas vu beaucoup de processus de consentement dynamique avec ces nombres-là pour l'instant. Bonjour. Ma question est celle de savoir si le consentement numérique en recherche dans le domaine de la santé, si ça a été formalisé par le législateur ou ça résulte d'une pratique du radiologue. Ça résulte de l'interprétation de 2 lois. Une loi qui reconnaît donc la validité des textes électroniques, c'est la loi au Québec. Comment tu dis? Voilà, loi sur le cadre concernant le cadre technologique. Vas-y, faites-moi ça. Alors, loi concernant le cadre juridique des technologies informatiques. C'est celle-là, et le Code civil du Québec.
La loi sur les technologies, en gros, dit voilà, pour que on puisse reconnaître le numérique, voilà les conditions. Et le Code civil, au niveau du consentement à la recherche, dit le consentement doit être par écrit à moins d'une autorisation pour avoir un autre type de consentement. Et cette autorisation-là, ben, c'est les comités d'éthique à la recherche vont autoriser finalement ce type de consentement-là maintenant. Donc, c'est reconnu. Donc, c'est vraiment l'interprétation de ces deux lois ensemble qui nous donne comme résultat qu'on peut y aller avec un consentement numérique. Dernière question, peut-être, parce que... De plus en plus, on va le voir dans la recherche sexuellement à McGill, justement, le sûrement courant, il y a une recherche interespèce. Alors, on reprend l'ensemble de tous les génomes de tous les animaux et il faut trouver à partir de là, et c'est des métadonnées nécessairement, le point de recoupement où on arrive jusqu'à, puis là il y a un arrêt dans jusqu'on peut remonter parce qu'on n'a pas des spécimens jusqu'à la préhistoire, plus loin que ça et tout, mais en recoupement d'informations d'une espèce à l'autre, on va éventuellement retrouver bon, peut-être bien sûr l'origine commune de l'ensemble de tous les gènes du génome, mais également surtout la transmission d'une maladie d'une espèce à l'autre. Alors, est-ce que le consentement qu'on donne au départ, ça va tellement loin, c'est tellement important qu'on puisse faire toute cette étude-là, probablement avec des ordinateurs en parallèle de calcul quantique, mais est-ce qu'on s'inquiète peut-être trop pour rien alors que l'objectif est tellement important pour l'humanité, surtout dans le cas du coronavirus qui est la transmission d'une espèce animale à l'autre? Oui, bien, bon, tout est une question d'équilibre, c'est-à-dire que le consentement large, bon, une chose qu'il faut comprendre, c'est large ne veut pas dire le non-consentement. Donc, c'est pas un chèque en blanc. Nous, par exemple, c'est pas un consentement à tout faire. Souvent, ben, déjà, le fait que ça soit un consentement à la recherche médicale, ça n'autorise pas, par exemple, la recherche qui viserait à établir les origines ancestrales de certaines populations autochtones. C'est un problème qu'on voyait dans les débuts de la génétique. Les chercheurs partaient en disant on va faire de la recherche médicale, puis ils revenaient en disant ah, ben ce groupe d'aborigènes-là ne viennent pas d'où ils disent qu'ils viennent, donc ils n'ont pas le droit de réclamer le territoire. Ça, c'est un gros problème. Les gens étaient surpris, ils avaient consenti pour une chose, on arrivait avec quelque chose d'autre. Donc ça ne serait pas toléré dans un concept de consentement large. Donc, il y a des balises, mais effectivement, il faut pouvoir faire plusieurs recherches, on l'a dit avec les données, pour les valoriser à leur plein potentiel pour la santé. Puis je vais m'arrêter là parce qu'il faut qu'on ait le temps de continuer un peu. Merci et excusez-moi de vous mettre en pression, merci pour votre présentation. Il reste pour trouver la solution que Charles a. Donc,